Bienvenue à Naturally par Josée. Je suis votre hôte, Josée Fortin. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et avez pris le temps de vous reposer. Je vous souhaite tous une bonne et heureuse année en santé. Nous amorçons cette nouvelle année avec plein de sujets variés et d'informations qui pourraient vous être utiles. Jusqu'ici, nous avons abordé des problèmes de santé avec des façons de retrouver l'homéostasie dans votre corps. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent et je vais parler d'une catégorie de suppléments, les vitamines, et voir avec vous leur rôle dans notre corps et comment reconnaître un supplément de bonne qualité. Les vitamines sont des substances organiques essentielles pour le bien-être de notre corps. À l'exception de la vitamine D et de la vitamine K, le corps humain ne peut généralement pas les produire seul, ou du moins pas en quantité suffisante pour maintenir la santé. Et il est alors essentiel d'en avoir des sources alimentaires. Les vitamines jouent un rôle très important dans la croissance, la transformation et l'utilisation des macronutriments, c'est-à-dire les protéines, gras et lipides que nous consommons dans notre alimentation. Elles sont très importantes pour le bon fonctionnement de notre corps en général, mais sont aussi des supports pour nos systèmes spécifiques, tels notre système cardiovasculaire, notre système musculo-squelettique. Ça peut être aussi notre système digestif. Donc, vous allez voir, ça couvre à peu près tous les systèmes dans notre corps. Puis, elles sont aussi très importantes pour le bon fonctionnement d'organes spécifiques, tels nos yeux. Ça peut aussi avoir un impact au niveau de la coagulation du sang. Puis, dans la gestion de notre code génétique. Donc, elles ont tous des rôles très spécifiques dans le corps et sont toutes aussi importantes les unes que les autres. En tout, 13 différentes vitamines ont été répertoriées. Il y en a deux catégories principales, les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Les vitamines hydrosolubles, qui sont des vitamines solubles dans l'eau et dont on a besoin de consommer en petite quantité régulièrement pour maintenir notre santé, et ceci parce que le corps élimine l'excédent par les reins. Il ne fait pas autant de réserves. Donc, si on en mange trop, on en prend trop en supplément, les reins vont alors éliminer l'excès. Dans cette catégorie, nous retrouvons la vitamine C ainsi que les 8 vitamines du complexe B. Un signe que nous en prenons plus que ce que le corps en a besoin, c'est que notre urine devient très jaune lorsque le surplus est éliminé. Les vitamines liposolubles, qui incluent les vitamines A, E, D et K, se retrouvent habituellement avec des lipides dans les aliments et s'absorbent mieux lorsque notre alimentation contient une certaine quantité de bons gras. Certains suppléments de vitamines liposolubles contiennent également d'autres gras pour aider leur assimilation. La plupart des gens sont capables d'obtenir toutes les vitamines nécessaires à leur santé à travers une alimentation composée d'aliments non transformés et variés. Cependant, certaines conditions de santé, la prise de médicaments, le type d'alimentation ou des circonstances spécifiques peuvent causer des carences alimentaires en vitamines et la prise de suppléments est alors nécessaire pour rencontrer nos besoins nutritionnels. Les femmes enceintes et qui allaitent, ainsi que les athlètes de haut niveau, ont des besoins accrus en vitamines. Les personnes avec des alimentations restreintes ou spécifiques peuvent avoir plus de difficultés à avoir suffisamment de certaines vitamines, par exemple ceux avec beaucoup d'allergies alimentaires ou qui adoptent une alimentation spécifique, tels les végétaliens. Les personnes avec des problèmes au niveau de l'assimilation peuvent également avoir des carences en vitamines plus facilement. Les facteurs pouvant affecter notre capacité à assimiler les vitamines sont l'âge. Plus on avance en âge, plus l'assimilation devient difficile. La consommation fréquente d'alcool peut causer certaines carences. Des problèmes génétiques ou certaines enzymes permettant d'assimiler ou d'utiliser les vitamines sont manquantes. Des maladies spécifiques telles les problèmes inflammatoires des intestins,
l'ablation d'une partie du système digestif, une carence dans d'autres éléments nécessaires à l'assimilation ou l'utilisation de ces vitamines, et la prise de certains médicaments. Si vous souffrez de problèmes de santé spécifiques ou prenez des médicaments, il est important de vous informer si vous êtes à risque de développer des carences en vitamines spécifiques. Ceci peut grandement aider à réduire les risques de développer des problèmes secondaires découlant de vos problèmes de santé principaux. L'apport nutritionnel recommandé par les autorités est basé sur la quantité de vitamines nécessaires pour maintenir une bonne santé. Lorsque quelqu'un est déjà en manque de vitamines ou ont des problèmes de santé spécifiques, les doses recommandées ne seront pas nécessairement suffisantes pour rétablir des niveaux sanguins normaux de ces vitamines. En général, ce qui est important de retenir, c'est que les gens sont beaucoup plus à risque d'avoir un manque en vitamines qu'un surplus, à moins d'en prendre des mégadoses à long terme. Les vitamines qui sont plus à risque de surdose sont la vitamine A et la vitamine D. Si jamais on a un surplus de ces vitamines, l'arrêt de la prise des suppléments va habituellement être suffisant pour retourner les niveaux à la normale. Dans les pays nordiques, une surdose de vitamine D est presque impossible, à moins de prendre des doses massives à long terme. Certains protocoles suggèrent de prendre plus que ce qui est suggéré sur la bouteille dans les cas de carence, mais il est préférable de faire des tests sanguins pour évaluer vos niveaux actuels avant de procéder et de refaire des tests périodiquement pour évaluer l'efficacité de la prise de vitamines et s'assurer que les niveaux n'augmentent pas trop. Les suppléments de vitamines contiennent parfois des vitamines extraites de sources alimentaires, donc de sources naturelles, mais la plupart contiennent des vitamines de synthèse, c'est-à-dire fabriquées en laboratoire. Lorsqu'étudiant en laboratoire, les molécules exposées à de la lumière polarisée peuvent dévier cette lumière vers la gauche, alors on parle de forme lévogire, aussi connue comme isomère L, ou vers la droite, forme dextrogire, isomère D. C'est un peu comme lorsqu'on regarde nos mains ou nos pieds, un à côté de l'autre. Ils ont l'air identiques, mais juste inversés. En nature, les êtres vivants produisent habituellement des molécules qui dévient la lumière toujours de la même direction, alors que les molécules de synthèse, produites en laboratoire, présentent un mélange égal de molécules de chaque sorte et ce mélange ne dévie pas la lumière. En pratique, ceci veut dire que seulement la moitié des molécules de synthèse peuvent habituellement être utilisées par nos enzymes, car le changement de forme ne permet pas aux molécules et enzymes de bien se mouler ensemble et effectuer la réaction chimique. C'est un peu comme essayer de mettre un gant fait pour la main gauche sur la main droite ou un soulier sur le mauvais pied. Ce n'est pas trop confortable et dans le cas des vitamines, elles ne pourront pas être utilisées ou transformées aussi efficacement par le corps et l'efficacité du supplément va en être grandement affectée. Il est difficile de savoir si vous avez affaire à une vitamine de synthèse ou une vitamine de source naturelle juste en regardant la bouteille, mais si vous regardez la liste des ingrédients et plus particulièrement ce qu'il y a en parenthèse à côté du nom de la vitamine et qu'il y a un D ou un L devant le nom chimique de la molécule, ceci indique habituellement que vous avez affaire à une vitamine de source naturelle. S'il n'y a ni D ou L devant le nom chimique de la molécule, ceci indique souvent une forme synthétique. Dans certains cas, ceci n'aura pas d'impact sur leur efficacité, mais je vais spécifier pour lesquels il est important de choisir des sources naturelles lorsque nous allons les voir individuellement. Il arrive souvent que les vitamines sous leur forme active, c'est-à-dire prêtes à être utilisées par le corps, n'ont pas une grande durée de vie et ne sont pas toujours la forme idéale à mettre en supplément, car elles peuvent être beaucoup moins stables que leurs précurseurs non actifs. On peut donc souvent retrouver dans nos suppléments les vitamines sous différentes formes de précurseurs non actifs et certaines peuvent être plus faciles que d'autres à assimiler et transformer en forme active. Nous n'aurons pas nécessairement les mêmes bénéfices avec les différentes formes de précurseurs de ces vitamines.
Encore ici, pour savoir la forme spécifique de ces vitamines, vous devez regarder dans la liste des ingrédients et la forme de la vitamine est indiquée en parenthèse à côté du nom générique de celle-ci. Si nous avons besoin d'une vitamine spécifique et que nous devons prendre un supplément de vitamine unique, il est important de s'assurer de choisir une forme qui a été démontrée plus facile à assimiler et utilisée par le corps. Parfois, des formes différentes de la même vitamine n'ont pas tout à fait les mêmes rôles dans le corps. Donc, ici encore, il est important de bien choisir pour avoir un produit qui donne réellement l'effet désiré. Commençons par examiner les vitamines hydrosolubles et leurs bénéfices. En rappel, nous ne pouvons pas faire de grandes réserves de la plupart de ces vitamines et les reins ont tendance à éliminer le surplus lorsque les niveaux augmentent trop. Ceci ne veut pas dire qu'une petite quantité n'est pas retenue dans le corps pour les besoins plus immédiats, mais ces réserves ont tendance à ne pas durer très longtemps. Une alimentation variée avec beaucoup d'aliments entiers a tendance à fournir des niveaux adéquats de ces vitamines, mais encore ici, il faut faire attention à des circonstances spécifiques. Commençons par les vitamines du complexe B. Comme mentionné, il y en a 8 et ces vitamines sont habituellement prises toutes ensemble car elles facilitent leur assimilation les unes des autres et agissent souvent en équipe. Si une des vitamines du complexe B est jugée manquante dans notre organisme, on peut prendre cette vitamine individuellement à des doses recommandées par votre médecin, mais il est fortement suggéré de prendre un supplément de complexe B en même temps pour aider l'assimilation. Faire très attention aux suppléments de complexe B à dissolution lente. Si l'on considère que les suppléments à dissolution lente sont plus difficiles à dissoudre et à assimiler et que ceux présentant des carences ont habituellement plus de difficultés avec leur assimilation et digestion, ce type de supplément est rarement une très bonne idée. Il est préférable de prendre un complexe B qui n'est pas à dissolution lente, mais qui présente de faibles doses et de répéter la prise quelques fois dans la journée au lieu de prendre une dose massive qui risque de ne pas être bien digérée et assimilée. En général, les vitamines du complexe B agissent beaucoup sur les métabolismes fournissant de l'énergie à notre corps, ainsi que sur l'efficacité et l'intégrité de notre système nerveux. Plusieurs ont même des rôles très intéressants pouvant aider la gestion de stress dans notre corps. Voyons ce que chacune d'elles peut apporter au bon fonctionnement de notre organisme. La thiamine, également appelée vitamine B1, joue un rôle très important dans la production d'énergie et la gestion de stress. Elle agit comme coenzyme dans le métabolisme des hydrates de carbone. Elle aide la production d'acides gras par le foie et la production de stéroïdes par les glandes surrénales. Elle est également importante dans la production d'acides nucléiques, les éléments composant notre code génétique, ainsi que les acides aminés produisant nos protéines. Une carence en thiamine peut causer une inflammation des nerfs et le beriberi. Le beriberi est habituellement caractérisé par des inconforts digestifs, de la constipation, des changements neurologiques périphériques, des troubles du sommeil, une mauvaise mémoire, parfois des problèmes cardiovasculaires et même de l'anorexie dans les cas sévères. Une forte consommation d'alcool ou la mastication de la noix de bétel cause habituellement une carence en thiamine. Les premiers symptômes pouvant indiquer un manque de thiamine sont la fatigue et l'irritabilité. Cependant, c'est des symptômes très généraux et difficiles à associer avec un manque spécifique. C'est souvent lorsque la carence devient plus prononcée que les symptômes suivants apparaissent qu'il devient plus facile de détecter un manque en vitamine B1. Ces symptômes sont la perte d'appétit, des dommages aux nerfs appelés neuropathie, le picotement dans les bras et les jambes, la vision trouble, la nausée et des vomissements. Dans les cas sévères, il peut y avoir de la confusion, des hallucinations, des pertes de mémoire et même du délire. La thiamine est une vitamine qui se retrouve dans le bœuf, la levure alimentaire, les légumineuses et particulièrement les fèves et les lentilles, les noix, l'avoine, le porc,
Les céréales entières, plus particulièrement le riz et le blé, les produits laitiers et certains fruits tels les oranges. Le processus de raffinement des céréales élimine la majeure partie de la thiamine naturellement contenue dans ces aliments. Les populations les plus à risque de carence en thiamine sont les peuples consommant de très grandes quantités de riz blanc. Dans la plupart des cas, la simple consommation d'aliments riches en thiamine, un microbiote en santé et la prise d'un complexe B peut être suffisant pour rétablir l'équilibre. Un microbiote en bonne santé peut être une source importante de thiamine, voir l'épisode 4 et 5. Si votre cas est plus sévère, vos professionnels de la santé peuvent vous recommander des doses appropriées à votre cas spécifique. La riboflavine, aussi appelée la vitamine B2, joue un rôle important dans des processus métaboliques vitaux et est nécessaire pour le fonctionnement normal des cellules, la production d'énergie, la formation et l'intégrité des globules rouges, ainsi que la croissance. Son rôle sur la production d'énergie découle principalement du fait qu'elle agit au niveau de nos mitochondries, les organismes dans nos cellules qui produisent de l'énergie à partir des sucres. Elle a également un impact sur le métabolisme des protéines et des gras. Comme toutes les vitamines du groupe B, elle a également un effet crucial dans le bon fonctionnement du système nerveux. Elle est essentielle dans la production de myéline et une carence en riboflavine ou vitamine B2 est associée à un haut niveau d'homocystéine, ce qui augmente l'inflammation et le risque d'épisodes neurotoxiques, de problèmes cardiovasculaires et de sclérose en plaques. L'effet de la riboflavine sur l'homocystéine viendrait de son effet régulateur sur l'oxyde nitrique, ce qui explique également son effet équilibrant sur la pression sanguine et la réduction des migraines. Elle est un cofacteur permettant d'augmenter la concentration du glutathion, le plus puissant antioxydant et le seul que l'on retrouve dans le nucléus de nos cellules, ce qui permet de protéger notre matériel génétique. Une augmentation en glutathion aiderait également dans la prévention de la formation de cataractes. La riboflavine a également un effet positif sur le bon fonctionnement des surrénales, la gestion de stress et a un effet équilibrant sur notre microbiote. Étant une des composantes du complexe de vitamine B, elle aide particulièrement à l'activation de la B6, à la création de la niacine, et elle travaille également avec la B6, l'acide folique et la B12 dans la réduction des niveaux d'homocystéine. Les signes plus spécifiques d'une carence en riboflavine sont les yeux qui piquent et chauffent, une sensibilité des yeux à la lumière, la peau qui pique et qui pèle au niveau du nez et du scrotum, ainsi que des plaies au niveau de la bouche. Il y a de la riboflavine dans la plupart des aliments, mais les sources alimentaires qui en contiennent un peu plus sont les produits laitiers, les viandes, les œufs, les noix et les légumes verts. Encore ici, la consommation d'aliments riches en riboflavine, un microbiote en santé et la prise d'un complexe B est habituellement suffisant pour rétablir l'équilibre lors de carences. Dans les cas les plus sévères, vos professionnels de la santé peuvent vous aviser des niveaux à prendre. La niacine et la niacinamide sont les deux formes actives de la vitamine B3. La niacine est transformée en niacinamide lorsqu'ingérée à des doses physiologiques et leur effet est alors identique. À faible dose, elles sont toutes les deux très sécuritaires, mais faire attention à la niacine à forte dose car elle a beaucoup plus de contre-indications lors de conditions médicales spécifiques et interagit avec la prise de plusieurs médicaments. Une carence en niacine cause de la fatigue, des troubles digestifs, des lésions cutanées et dans les cas plus sévères, la pélagre, une condition caractérisée par une dermatite, de la diarrhée ainsi que de la démence. Elle se voit plus souvent dans les pays défavorisés, lors d'alcoolisme chronique, de tumeurs carcinoïdes et lors de maladies d'Arnott, une maladie génétique qui interfère avec l'absorption du tryptophane, un facteur important dans la production de niacine. La niacine
En particulier, a un rôle protecteur sur le système circulatoire, et ceci principalement par son effet régulateur sur le métabolisme des lipides et particulièrement le cholestérol et les triglycérides. Elle a également un effet protecteur sur le myocarde du cœur, un effet vasodilatateur et un effet médiateur sur la formation de plaquettes. Elle pourrait donc être un ajout intéressant lors de problèmes cardiaques, mais elle a beaucoup de potentiel d'interaction avec une panoplie de médicaments et n'est pas recommandée lors de diabète, de problèmes de foie ou de rein, car elle pourrait alors aggraver la situation. Une étude démontre qu'en trop grande quantité, elle risque d'avoir un effet nuisible au niveau du cœur. C'est donc une autre situation où la prise d'un complexe B ainsi que des apports alimentaires serait préférable à de fortes doses. À forte dose, la niacinamide n'a pas autant d'effets négatifs que la niacine, mais elle ne démontre pas les mêmes bénéfices sur le métabolisme des gras. Elle semblerait plutôt avoir un effet protecteur sur les cellules bêta du pancréas, les cellules responsables de la production d'insuline. Elle aurait un effet anti-inflammatoire pouvant aider lors de problèmes de dégradation des joints, aiderait à réduire l'hyperpigmentation de la peau et peut être utilisée dans la prévention et le traitement de la sarcopénie, une dégradation des muscles qui est fréquente avec l'âge. Au niveau de l'œil, la niacinamide est neuroprotectrice, supporte la santé de la rétine et du nerf optique. La niacine se retrouve dans beaucoup d'aliments, mais particulièrement dans la levure, les volailles, les poissons gras, les légumineuses, surtout les lentilles, le lait, les œufs, les légumes verts, les champignons, les pommes de terre et les céréales entières. La niacinamide se retrouve dans les mêmes aliments, mais également dans les fèves. Le tryptophane que l'on retrouve dans les viandes rouges, les volailles, les œufs et les produits laitiers est facilement transformé en niacine lorsqu'ingéré. Dans le cas de l'acide pantothénique ou la vitamine B5, seulement l'isomère D a une activité biologique. Donc, une source naturelle est particulièrement importante pour son efficacité. On ne la retrouve jamais seule dans les suppléments et elle est habituellement combinée avec d'autres vitamines du complexe B. L'acide pantothénique joue un rôle dans le métabolisme des hydrates de carbone, les sucres, les protéines et les lipides. Elle est également un précurseur de la coenzyme A, un élément important dans le métabolisme cellulaire, particulièrement dans la libération d'énergie dans le métabolisme des sucres, dans la synthèse et la dégradation des acides gras, dans la synthèse des stéroïdes par les surrénales et de l'acétylcholine par les nerfs. En combinaison avec la B6, elle est d'intérêt particulier pour aider à la gestion du stress et se retrouve souvent dans les suppléments qui ont pour rôle de fortifier les fonctions des surrénales. Une déficience en acide pantothénique est associée aux symptômes suivants: de la somnolence, de la fatigue, de la faiblesse musculaire, des engourdissements et picotements des extrémités, de l'instabilité cardiovasculaire, des problèmes gastro-intestinaux, des changements de disposition et une susceptibilité accrue aux infections. L'acide pantothénique est retrouvé dans presque toutes les plantes et les animaux, incluant les viandes, les légumes, les céréales, les légumineuses, les œufs et le lait. Il y a 3 formes actives pour la vitamine B6, la pyridoxine, la pyridoxale et la pyridoxamine. La vitamine B6 est nécessaire dans le métabolisme des acides aminés puisqu'elle permet la transamination, un procédé dans lequel le corps peut transformer les acides aminés en surplus en des acides aminés non essentiels présents en faible concentration. Donc, elle équilibre les choses. Elle est également impliquée dans le métabolisme des hydrates de carbone et des lipides, particulièrement le métabolisme des acides gras polyinsaturés et des phospholipides. Elle joue un rôle très important dans la synthèse de plusieurs neurotransmetteurs, tels la sérotonine, le GABA, la norépinéphrine et la dopamine. Elle est importante dans la synthèse de l'hémoglobine et aide à réduire la formation de pierres aux reins qui contiennent de l'acide oxalique.
Finalement, elle a été approuvée pour aider à réduire les nausées durant la grossesse et pour réduire les symptômes prémenstruels. La pyridoxine ou vitamine B6 se retrouve dans beaucoup d'aliments, mais particulièrement dans les céréales entières, les légumineuses, les légumes, le foie, les viandes et les œufs. Une dose de 100 mg par jour est jugée sécuritaire en supplément pour la plupart des gens et 75 mg lors de la grossesse. Mais dans ce cas-ci, il est recommandé de le faire sous supervision. La biotine ou la vitamine B7 se retrouve dans les aliments associés à de la lysine et doit être libérée par la biotinidase avant de pouvoir être assimilée et transformée dans sa forme active. La biotine est un cofacteur qui participe dans la synthèse et le catabolisme des acides gras et dans la formation de sucre. Elle est reconnue pour son rôle dans la santé des cheveux et des ongles. Lors de carences en biotine, la perte de cheveux est accrue, il y a une perte de couleur et les ongles deviennent plus cassants. Une carence en biotine est également associée à des éruptions squameuses autour des yeux, du nez et de la bouche, une plus grande incidence de dépression, léthargie, hallucination et de picotement dans les extrémités. La biotine aide à régulariser la concentration de sucre sanguin, aide la production de spermatozoïdes et aide la synthèse de myéline. Le blanc d'œuf contient de l'avidine qui se lie à la biotine et en empêche l'assimilation. On retrouve la biotine en petite quantité dans la plupart des aliments, mais notre microbiote en est une source très importante si en équilibre. L'acide folique ou les folates, également connus comme vitamine B9, ont également un rôle très important dans notre corps. Les folates se retrouvent naturellement dans les aliments alors que l'acide folique est une forme synthétique de la vitamine et se retrouve souvent dans les suppléments de complexe B. L'acide folique est ajouté à plusieurs aliments dans l'industrie pour tenter de réduire les risques de malformation du cerveau et de la moelle épinière. Il est fortement recommandé d'assurer une assimilation d'au moins 1 mg d'acide folique par jour lors de la grossesse pour exactement cette raison-ci. Certains manufacturiers stipulent que la L-méthylfolate s'assimile mieux que l'acide folique, mais les études semblent indiquer que les deux formes donnent les mêmes résultats au niveau de la concentration sanguine de cette vitamine. D'un autre côté, la L5-méthyltétrahydrofolate, donc la L5-MTH, donnerait de meilleurs résultats s'il n'y a pas de carence en B12. Une déficience en acide folique semble avoir des conséquences très importantes au niveau du développement et du fonctionnement du système nerveux. Son rôle serait principalement associé à son impact sur les niveaux d'homocystéine. Le corps peut éliminer l'homocystéine de deux façons, par réméthylation ou par transsulfuration. Les folates, en combinaison avec la vitamine B12, sont des cofacteurs essentiels au procédé de réméthylation, donc à la réduction d'homocystéine dans le corps. On comprend l'impact de ceci si l'on considère qu'une accumulation excessive de cette molécule est associée avec un risque accru d'artériosclérose du système cérébral, coronarien et périphérique. Il y a également un risque accru de thrombose veineuse, d'arrêt cardiaque et de la formation de caillots cérébraux. Il semblerait également que les folates aident à améliorer la vélocité de la conduction nerveuse, une mesure de dommage et de dysfonction du système nerveux. Selon des recherches préliminaires, une carence en folate pourrait possiblement jouer un rôle de premier plan dans le développement de la maladie d'Alzheimer's et de l'atrophie du cerveau. Une carence en B9 est également très courante chez les gens souffrant de dépression et pourrait même réduire l'efficacité des traitements à base d'antidépresseurs. Plusieurs recherches indiquent que la prise de folate aide à réduire les niveaux d'inflammation dans le corps en réduisant les niveaux de la protéine C réactive. Les sources alimentaires de folate sont les abats, tels le foie et les reins de bœuf, les asperges, les champignons, la levure,
Les légumineuses, les légumes à feuilles vertes tels les épinards, les laitues et le brocoli, ainsi que les fruits tels les bananes, les melons, les oranges, les tomates et les citrons. La cobalamine, ou la vitamine B12, se retrouve principalement dans les aliments de source animale et c'est la raison pour laquelle les végétariens et les végétaliens, connus en anglais comme les vegans, doivent être particulièrement prudents et faire vérifier leur niveau de B12 régulièrement pour s'assurer d'en avoir suffisamment. Cette vitamine en supplément se présente habituellement sous forme de cyanocobalamine, un précurseur de la vitamine B12, mais le corps doit la métaboliser à sa forme active, la méthylcobalamine, que l'on peut également retrouver dans certains suppléments. Environ 60% de l'assimilation de la B12 a lieu dans l'ilium terminal, dans la première section de notre petit intestin, et a lieu lorsque cette vitamine se lie aux facteurs intrinsèques. L'autre 40% s'assimile par diffusion tout au long du tube digestif. Comme les folates, la vitamine B12 joue un rôle très important dans l'élimination d'homocystéine, ce qui, comme nous l'avons déjà mentionné, joue un rôle très important pour la santé du système cardiovasculaire et du système nerveux. Elle est également très importante dans la fabrication de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. Dans les cas de globules rouges, une carence en B12 est la cause d'anémie mégaloblastique. Au niveau du système nerveux, elle est essentielle pour la fabrication de la gaine de myéline, une substance protectrice qui recouvre nos cellules nerveuses et permet une meilleure transmission des influx nerveux. Elle est importante dans la synthèse de l'ADN, notre code génétique, le bon fonctionnement de notre foie et est indispensable au renouvellement cellulaire et particulièrement au niveau de la peau. Les sources alimentaires de B12 sont les poissons, les crustacés, les viandes, les œufs et les produits laitiers. Les végétariens devraient se procurer leur source de B12 à travers leur consommation de produits laitiers, alors que les végétaliens peuvent se les procurer avec des aliments fortifiés en B12, la levure alimentaire, si elle est fortifiée, le champignon shiitake, certaines algues, il y a des algues qui contiennent des quantités variables de B12, et tous les aliments lactofermentés. Les bonnes bactéries que l'on retrouve dans notre microbiote sont capables de produire des quantités quand même intéressantes de B12, mais parce qu'une majeure partie de cette vitamine est quand même absorbée dans la première partie de nos intestins, seulement une quantité moins importante est absorbée dans notre côlon. Si les bonnes bactéries sont plutôt utilisées pour faire des lactofermentations, ceci veut dire que tous les produits lactofermentés ont habituellement une certaine quantité de B12 présent dans ces produits-là, si c'est bien fait. Puis ça pourrait aider à justement mettre cette B12-là en contact avec le facteur intrinsèque et améliorer l'assimilation de la B12. Contrairement aux autres vitamines du complexe B, le corps est capable de faire des réserves plus importantes de B12. Si on en prend en supplément, on est capable de se donner des petites réserves. À part les vitamines du complexe B, l'autre vitamine hydrosoluble est la vitamine C. Contrairement à plusieurs autres mammifères, l'humain n'est pas capable de produire de la vitamine C et doit l'obtenir au niveau alimentaire ou en supplément. L'assimilation de la vitamine C est très bonne à faible dose, mais plus la dose augmente, moins bonne est l'assimilation. Ceci est principalement dû au fait que l'assimilation de la vitamine C se fait à l'aide d'une protéine au niveau de la paroi intestinale et que cette protéine est saturable. Une grande quantité de la vitamine C assimilée est également éliminée par les reins. À cause de ces deux facteurs, c'est impossible de faire une surdose de vitamine C. Linus Pauling, qui a gagné le prix Nobel en chimie, était un fervent avocat de la prise de mégadoses de vitamine C. Par voie orale, aucun effet indésirable n'a jamais été répertorié suite à la prise massive de vitamine C et aucun cas de surdose n'a été répertorié. Il est seulement important de faire attention aux injections de vitamine C, car alors il n'y a plus la protection d'une absorption maximale par saturation possible.
Si un supplément est nécessaire, il est préférable de prendre de plus petites doses et de les répartir dans la journée. Certaines compagnies produisent des suppléments à dissolution lente, encore là, dont le but ultime est d'offrir de petites doses réparties sur une longue période de temps. Cependant, si la digestion n'est pas à son optimum ou que la personne prend des antiacides, ces suppléments risquent de passer tout droit dans le système sans être digérés. Les formes de vitamine C tamponnées, par exemple l'ascorbate de calcium, l'ascorbate de potassium ou l'ascorbate de sodium, ont tendance à être mieux assimilées et à rester un peu plus longtemps dans le système que l'acide ascorbique et sont une bien meilleure alternative aux suppléments à dissolution lente. La vitamine C est principalement reconnue pour son effet antioxydante et son rôle au niveau de notre système immunitaire. Elle est antioxydante en permettant de neutraliser les radicaux libres pouvant endommager notre ADN, nos protéines et même la peau. Elle est utilisée pour la prévention et le traitement des rhumes. Elle stimule l'activité des lymphocytes T, responsables de notre immunité spécifique, la phagocytose, l'élimination des corps étrangers, la production d'anticorps et d'interférons. Elle a également un rôle important sur la stabilité du collagène, un élément important pour la santé de notre système osseux, circulatoire et cutané. Elle aurait également un effet antihistaminique léger, un effet anti-hypertensif, aiderait dans la régularisation du cholestérol, elle réduit le stress oxydatif sur le système circulatoire et aide à réduire l'inflammation dans le corps par son action sur la protéine C réactive, la TNF-alpha et l'interleukine 6. Elle assurerait également l'élimination d'acide urique lors de problèmes de gouttes. Les sources alimentaires de vitamine C sont les légumes et les fruits en général, mais particulièrement les citrus. Comme mentionné précédemment, il n'y a aucun risque à la prise de vitamine C de façon orale et la majorité des gens peuvent bénéficier de sa prise plusieurs fois par jour, autant de façon préventive que pour aider des problèmes spécifiques. Cependant, gardez en tête que les reins doivent éliminer l'excédent et que pour les gens ayant une déficience au niveau du fonctionnement de leurs reins, ceci peut causer un stress additionnel et que ce serait le seul cas où il serait recommandé d'y aller en douceur pour ne pas les surmener. En résumé, la prise des vitamines du complexe B et de la vitamine C peuvent bénéficier pour la plupart des gens. Pour les vitamines du complexe B, il est par contre recommandé de s'en tenir à un complexe B général qui procure de petites doses de toutes ces vitamines pour assurer de ne pas avoir de carences importantes. Ceci aide également à réduire les risques de surdose. Pour une prise de vitamines du groupe B de façon individuelle, il est fortement recommandé de consulter vos professionnels de la santé connaissant bien votre état de santé pour déterminer si la prise d'un tel supplément est sécuritaire pour vous. Pour la vitamine C, seulement faire attention si en insuffisance rénale pour ne pas surmener vos reins et alors s'en tenir à de petites doses. Pour le reste des gens, elle est très bien tolérée, seulement faire certain que la vitamine C ne risque pas de déséquilibrer les niveaux de médicaments que vous utilisez, car parfois elle peut augmenter l'efficacité, l'absorption ou l'élimination de certains médicaments. Dans le prochain balado, nous allons explorer l'effet et bénéfices des vitamines liposolubles ainsi que différentes façons d'ajouter des vitamines à notre routine quotidienne. Note importante, comme mentionné à plusieurs reprises, ce balado ne vise pas à remplacer les recommandations de votre médecin. Il est toujours important de vous assurer que tout changement fait ne nuit pas à vos problèmes de santé et que les changements apportés ne risquent pas d'affecter l'efficacité de vos médicaments. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous appréciez l'information véhiculée dans mes balados, je vous recommande de vous abonner à la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez également activer les notifications pour être avisé lorsque je télécharge un nouvel épisode qui a habituellement lieu chaque 2 mardis. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous aimeriez plus d'informations sur des sujets spécifiques. À la prochaine épisode!